Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus. Ce sera après la coupure pub de 19, mais pour l'instant place au JT. Nous sommes le mercredi 6 mars 2024 et notez que l'un des gendarmes impliqués dans le meurtre de Claude Jean-Pierre a été promu. Une nouvelle qui passe très mal pour la famille de la victime qui réclame justice depuis 2020. Et notez également que le Sénat a adopté un texte de loi sur le financement des entreprises de la défense par le livret A, déposé par Pascal Alizard. La proposition de loi vise à affecter une partie des ressources collectées par le livret A et les livrets de développement durable à l'économie de guerre, puisque si vous écoutez un peu les déclarations d'Emmanuel Macron ces derniers jours, la guerre est donc aux portes de l'Europe et donc il faut se tenir prêt à intervenir aussi bien par le soutien militaire à l'Ukraine qu'une intervention probable au sol. Et notez que la campagne sucrière ne démarre pas. Les négociations entamées entre les autorités, l'usinier et les planteurs n'ont pas été fructueuses. Pour l'État et Gardel, le prix d'achat de la tonne de canne fixé à 120 € par les agriculteurs n'est pas tenable et mettrait en péril la filière. Une fin de non-recevoir qui conduit à une poursuite du mouvement et particulièrement des planteurs de Basse-Terre. Ils tenaient une réunion hier soir pour réaffirmer la nécessité de revoir le prix de la tonne à la hausse et ce pour les 3 prochaines années. Regardez. Et lorsqu'on propose 120 €, ça permet à tous les planteurs, quelle que soit la richesse et quel que soit le rendement, de pouvoir s'en sortir. Combien de planteurs qui dépassent 10 de richesse en Guadeloupe? Ça aussi, il faudrait que garde le donne. Combien de planteurs qui dépassent 11 de richesse en Guadeloupe? Ça aussi, il faut garder le donne. Par contre, combien de planteurs qui sont à moins de 7 de richesse, sur les 1500 ou 2000 planteurs, mais il y a plus de 3 quarts des planteurs ne sont à moins que ça. Notre zone à Basse-Terre, elle est suffisamment impactée par ce problème de richesse. Et je dis simplement aux décideurs que sans la Basse-Terre, cette usine-là ne fonctionnera pas parce qu'il faut du tonnage. Nous sommes en capacité, comme la Grande Terre aussi, de produire en tonnage parce que de plus en plus, je prends le sud de Grande Terre, qui l'année dernière a produit beaucoup plus de canne que nous. Ça veut dire que ils sont en train de faire un bon travail. Malheureusement pour nous qui avons de très mauvaises richesses, nos planteurs ne peuvent même pas payer leur dette au niveau de la SICA et ne peuvent pas non plus s'occuper convenablement de leurs exploitations. Donc c'est important, ces 120 € là pendant 3 ans, de manière à remettre à plat, à remettre de nouvelles formes économiques au niveau de la filière en place, au niveau de la diversification de la filière canne, même des sous-produits de la filière canne, et permettre aux planteurs d'être moins dépendants de l'usine. Et c'est ce qui dérange. Hein. C'est le système qu'on veut mettre en place qui va déranger Gardel. Gardel s'était engagé à broyer 615 000 tonnes de canne par an. Elle n'est pas fichue de broyer 500 000 tonnes de canne. L'année dernière, nous avons eu pour 450 000 tonnes de canne. 200 hectares de canne sont restés debout sur la Basse-Terre. Ce n'est pas la récolte qui va disparaître. C'est pas le fait d'avoir gain de cause. Il faut comprendre, on ne peut plus continuer dans l'état actuel. On ne peut plus mettre des dettes sur des dettes. Ça, c'est pas possible. Donc, vaut mieux ne pas faire de récolte et ne pas avoir à payer de nouvelles dettes que de faire une récolte et de se trouver encore plus endetté. C'est ça qui est important aujourd'hui. Et nous, dernière chose, nous ne sommes pas dans une optique de casser, de briser, nous sommes dans une optique de construction. Les blocages à répétition de la route départementale 6 à Vieux-Fort lors des passages de Fiona, Philippe et Tammy ont mis en lumière le problème que représente la sablière. À chaque épisode pluvieux de moyenne ou forte intensité, des tonnes de granulats se déversent sur la chaussée. Fortement impactées, les municipalités de Vieux-Fort et Gourbert sollicitent une table ronde avec les autorités publiques. Regardez. Nous avons déjà bien fait d'alerter la présidence au plus haut niveau de la République. Et la présidence effectivement, nous donne comme préconisation
de voir avec le ministre de l'Intérieur et de l'Outre-mer et puis le préfet, qui devrait, en principe, aller dans le sens d'une réunion, d'une table ronde, pour que nous puissions discuter. En tout cas, c'est ce que je demande. Je demande tout simplement à ce que nous puissions, tous les acteurs, tous les intéressés, tous ceux qui ont subi cette situation grave depuis Fiona, Philippe et puis Tammy, de pouvoir se rencontrer et puis décider, une fois pour toutes, d'une orientation pour éviter que de telles perturbations aggravent encore la situation, qui n'est pas forcément drôle sur d'autres plans, mais qui, sur le plan de la difficulté des dérèglements climatiques, nous oblige à envisager quand même des dispositions plus sécures pour la population. Nous accentuons un peu, pas la pression, mais nous disons qu'il y a urgence à ce qu'on puisse trouver une parade, une proposition, une occasion, une opportunité pour qu'on puisse se réunir. Je tiens à cela parce que je dis, nous avons le collectif du secteur qui défend les Monts Caraïbes, nous avons aussi les acteurs économiques, nous avons les administrés, les usagers, et puis nous avons effectivement l'obligation tous de mettre en place ce qu'il faut pour la protection de l'environnement. Donc c'est une table ronde que je demande, que je sollicite. Le maire de Goubert et moi-même nous sollicitons pour que nous puissions discuter et envisager toutes les situations. Alors l'État forcément y est, puisque c'est l'État qui est à l'origine des arrêtés pour l'exploitation de la carrière. Donc nous demandons à ce que l'État aussi soit présent pour la DEAL, pour que nous puissions examiner les choses sous tous les angles, de façon à ce que le consensus soit obtenu et que nous ne soyons pas dans une bagarre entre l'une des parties, l'autre, etc. Il faut effectivement qu'on puisse s'entendre. Je souhaite que cela se passe dans la concertation. Et afin de parler de la 4e nuitée des femmes entrepreneurs, je reçois Edith Hervilus, présidente de la commission des très petites entreprises à la Chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe. Bonsoir Madame Hervilus. Bonsoir Harold. Alors parlez-nous déjà de cette commission des très petites entreprises à la CCI. On sait que les TPE représentent plus de 80% du tissu entrepreneurial ici en Guadeloupe. Voilà. Comment se portent-elles et est-ce que vous avez un œil attentif sur elles? Alors je vais vous expliquer la genèse de la création de cette commission à la Chambre, puisqu'en 2018, avec l'arrivée de Patrick Vial-Collet, nous avons constaté qu'il y avait 95% des TPE inscrits à la Chambre de commerce. C'est-à-dire, en ce moment, nous avons 42 000 entreprises inscrites au fichier de la Chambre de commerce, dont 95% de TPE. Et c'est à ce moment-là, j'étais présidente de la commission des îles du Sud, Marie-Galante Désirade-Licette. Et moi, j'ai dit au président, allons créer une commission spécifique aux très petites entreprises qui s'occupera des très petites entreprises sur l'archipel de la Guadeloupe. Et c'est pour cette raison que cette commission a pris naissance depuis 2018. Et en 2020, maintenant, avec mon dynamisme, avec l'équipe qui est avec moi dans cette commission, nous avons décidé de créer la nuitée des femmes entrepreneurs, puisque la CFCI, qui est la maison des chambres de commerce, dont le président était de passage en Guadeloupe, cela fait à peu près une quinzaine de jours, disait qu'il fallait accentuer les efforts sur les femmes entrepreneurs pour qu'on puisse inciter les femmes à faire des entreprises, inciter les femmes, valoriser les femmes pour qu'elles aient l'estime de soi et pour qu'elles puissent se lancer en fait dans l'entreprise. Est-ce qu'on sait ce qu'elles représentent sur les 95% de très petites entreprises? Alors, je vais vous dire, Harold, les femmes entrepreneurs, l'an dernier, à pareille époque, nous avions d'inscrits 8600 femmes au fichier de la Chambre de commerce. Et chemin faisant, avec le travail que nous faisons, puisqu'il n'y a pas que la commission des très petites entreprises, nous avons aussi des commissions, nous avons 13 commissions. Et donc, avec la proximité, parce que le président Vial-Collet dit toujours, sauvons les entreprises, accompagnons les entreprises. Et donc, en 2024, nous avons 14 600 femmes. Donc, c'est pratiquement le double. Et donc, ça représente à peu près 35% des femmes inscrites au registre du commerce. C'est vrai que nous n'avons pas encore suffisamment de visibilité en tant que femmes, puisque bon, 35%, il reste 65%, c'est des hommes. Oui, donc, il reste 15% pour la parité. Oui, parce qu'il faut des hommes. Oui. Et donc, cette nuitée qu'on fait depuis 4 ans, que la commission des très petites entreprises porte depuis 4 ans, connaît un vif succès, puisqu'à chaque année,
nous primons 8 femmes. C'est le 8 mars, 8 femmes d'obédiences différentes. La première année, c'était femmes de savoir, femmes de pouvoir. La deuxième année, c'était des femmes qui ont développé l'économie du pays. Par exemple, on avait Madame Pioche, une des Iradiennes, qui avait 79 ans et qui a encore des gîtes. Et c'était la première personne à mettre des gîtes à la Désirade. Donc, on l'a fêté. On a fêté 8 femmes qui avaient à peu près le même parcours. L'an dernier, c'était des femmes qui étaient dans la reconversion professionnelle. Et cette année maintenant, nous avons choisi des femmes qui ont des métiers qui étaient traditionnellement faits pour les hommes. Voilà. Et donc, nous avons trouvé 8 femmes qui seront présentes demain dans cette manifestation-là. Et je vous dis que le public va être époustouflé de voir ce que font les femmes. Et c'est là où je me dis, est-ce qu'il y a un métier pour les femmes et un métier pour les hommes? Et nous aurons une pépite que nous allons primer aussi. Est-ce qu'on peut savoir qui est cette pépite? Je vais vous dire le nom de la commune. Petit Canal. Petit Canal. Ça nous fait trop de choix. Petit Canal. Et donc, voilà. Alors, comment ça va se passer justement demain? Est-ce que tout le monde peut participer? Où ce sera? À quelle heure? Donc, demain, c'est au WTC à partir de 18h, mais je demande aux gens de venir à 17h15 parce qu'il y a un certain nombre d'inscriptions. Vous voulez être à l'heure? Oui, il faut être à l'heure pour qu'on puisse gérer le flux, puisque nous avons, c'est soit par téléphone, hein, c'est au 05 90 93 76 24 pour réserver, ou alors il y a le QR code sur l'invitation, et donc il y a qu'à scanner le QR code et on s'inscrit. Mais je dis, s'il y a des retardataires, allez vite. Parce que, cette soirée-là, il y a des inconditionnels qui sont là depuis 4 ans et qui connaissent la tenue de cette soirée. Donc, Harold, je vous y invite aussi, si vous êtes disponible. Je serai un petit peu en info jusqu'à 20h, normalement, mais bon, on va essayer de passer quand même. Tout à fait. En tout cas. Donc, c'est une très belle soirée où les femmes auront à dire ce qu'elles savent faire, où il y aura leur biographie qui sera déclinée, et après, ces femmes-là vont recevoir leur trophée et de femmes courage, femmes défi. C'est ça le thème de cette année, femmes courage, femmes défi. Et donc voilà. Merci beaucoup en tout cas Edith Hervillus, je le rappelle, présidente de la commission des très petites entreprises à la CCI des îles de Guadeloupe pour l'organisation donc demain de la 4e édition de la Nuitée des femmes entrepreneurs. Ce sera à partir de 18h donc au WTC à Jarry. Merci voilà. Encore. Je vous remercie. Et la mission mobilité durable, elle pousse les chefs d'entreprise à optimiser les déplacements de leurs salariés. Elle propose des plans de mobilité employeurs qui visent à réduire l'empreinte environnementale par l'usage de véhicules électriques ou encore du covoiturage. Regardez. Le plan de mobilité employeur, c'est un ensemble de mesures qui commence par un diagnostic de comment les salariés se déplacent, comment les visiteurs se rendent à l'entreprise. Et ensuite, on fait un plan pour se demander comment on peut réduire l'impact de ces différents déplacements. S'y engager dans la protection de l'environnement et dans l'accompagnement de la transition énergétique. À ce titre, donc, nous avons initié plusieurs actions, notamment la transformation du parc de véhicules en véhicules zéro émission de CO2. Et cette formation d'aujourd'hui nous donne l'opportunité d'étudier et de travailler sur le déploiement du covoiturage entre collègues. Le plan de mobilité employeur s'adresse vraiment à tous les employeurs du territoire. Pour certains, au-delà de 50 salariés présents sur un site, il y a des obligations réglementaires. Mais en soi, même en ayant 3, 4, 10 salariés sur un site, on peut déjà réfléchir à comment ils viennent travailler et réduire l'empreinte environnementale de leurs déplacements. Par exemple, des solutions, ça peut être la mise en place de covoiturage, aussi identifier les arrêts de transport collectif qui sont aux abords de l'établissement et que des salariés pourraient utiliser. Ça peut aussi être proposer un local à vélo et des sanitaires pour que des salariés puissent venir à vélo, par exemple. La Guadeloupe, par sa position géographique, offre des opportunités intéressantes, solaire, vent et géothermie. Nous devons essayer d'être au moins exemplaires sur une bonne transition concertée vers des changements d'habitude, des changements de comportement pour protéger au mieux notre environnement. Des partenaires comme par exemple les collectivités vont
Déjà, c'est déjà ce qu'elles font réfléchir à une offre de mobilité collective. On a un réseau interurbain qui est exploité par la région Guadeloupe. On a du transport urbain qui est mis en place au niveau des communautés d'agglomération. Il y a aussi du covoiturage qui est mis en place, par exemple, avec Caros au sein du SMT. Donc, il y a déjà des petites choses qui se font. Et l'idée du plan, c'est justement d'identifier les différentes pistes qui existent sur le territoire et de les exploiter au mieux en fonction des besoins de nos salariés. Un reportage signé Charlie Dagonia. Et on se rend maintenant à Saint-François et plus précisément à la Pointe des Châteaux pour le BioDiv Tour, l'occasion pour l'Agence nationale de la biodiversité de présenter les travaux réalisés comme des enclos de revitalisation du mobilier ou bien de la signalétique. Regardez. Comme vous le savez, l'Agence régionale de la biodiversité des îles de Guadeloupe, c'est un établissement public de coopération environnementale qui a été cofondé par l'OFB, la région Guadeloupe et l'État, et qui a pour vocation d'accompagner les acteurs du territoire sur leurs projets en faveur de la biodiversité. Et donc l'idée de ce BioDiv Tour, c'est vraiment de pouvoir que les acteurs se rendent sur le terrain et puis se rendre compte des projets qui ont été concrètement menés sur le territoire et de leurs bienfaits, mais aussi des écueils à éviter. Nous avons déjà, grâce à l'OFB, participé en octobre à une séance avec l'ensemble des acteurs les collectivités qui ont été lauréates de la classe de la biodiversité communale. Et ceci a été une expérience qui nous a permis de voir que nous avions de toute façon des problématiques communes et qu'en se mettant ensemble, en partageant nos retours d'expérience, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, et en faisant fonctionner ce qu'on appelle l'intelligence collective, nous trouvions de nombreuses solutions à nos propres problématiques quand on revient au sein de notre propre collectivité pour mettre en exergue ce qui a été vu. Nous avons relativement les mêmes problématiques au Moule qu'à Saint-François, surtout pour la préservation de la biodiversité. Donc c'est important pour nous de voir ce qui a été fait sur Saint-François pour pouvoir nous aussi mettre en place des choses. Donc c'est vraiment le rôle aussi des communes et des associations de mettre en place, on va dire, des ateliers de sensibilisation. On organise par exemple des sorties pédagogiques pour ouvrir, on va dire, la nature aux humains, en tout cas redonner aussi la place de l'homme au cœur de la nature pour la protéger. Des images de Maxime Morel. Et à l'occasion de son passage en Guadeloupe, le ministre des Sports de Cuba a signé une convention avec la région. L'objectif est simple et clair, améliorer le niveau de nos sportifs. Regardez. Nous avons signé, par le biais du CREPS, une convention de partenariat, de formation, d'entraînement, d'échange avec le ministre des Sports de Cuba, qui est aussi président de leur style de CREPS, ils disent l'INDER chez eux. Donc pour nous, c'est une très très bonne chose pour nos jeunes champions. Là, nous avons donc signé avec l'INDER. L'INDER, c'est l'Institut national, c'est un peu le pendant de l'INSEP à Paris, enfin en France. Et donc c'est leur grand institut national du sport à Cuba. Donc nous avons signé avec le président de l'INDER, qui est aujourd'hui devenu ministre des Sports. Donc c'est encore plus symbolique ce qui s'est passé. Et c'est un partenariat, un échange, une vraie collaboration entre donc les sports cubains et le sport français, guadeloupéen. C'est très important cet échange pour nous avec la Guadeloupe et que la Guadeloupe pense aussi à nous pour cet échange. Nous devons absolument connaître notre environnement, nos jeunes doivent connaître leur environnement. Le sport, il est mondial et il est surtout dans la Caraïbe et au niveau du continent américain. Nous avons énormément de valeur ajoutée au niveau de cet espace géographique. Il faut que nous puissions en profiter. Nous avons parlé aussi d'échanges en matière de football, de basket, des tournois qu'on aurait pu participer. Et tout de suite, il a adhéré. Il nous a même invités, si on peut, autour de Cuba, autour du cyclisme de Cuba. Donc c'est avec les présidents du comité de Ligue, nous verrons comment mettre tout cela en place. Mais je dis que c'est une très bonne chose car c'est une forme d'université du sport. Disons, comme nous avons le lycée au niveau du CREPS que Mme Cussé a dirigé et aujourd'hui elle dirige le CREPS. Donc ce sont ces formes de partenariat que nous voulons mettre en place. Comme je le dis, la région est responsable et compétente en matière de coopération. C'est nous, nous sommes à l'OSCE. Aller vers Cuba, pour moi, c'est une très très belle chose pour la Guadeloupe. Et les associations de Trois-Rivières qui accueillent des publics mineurs s'engagent dans la lutte contre les addictions. Aux côtés du CCAS et de la municipalité, elles souhaitent apporter leur concours pour influencer positivement les jeunes. Et quand on parle d'addiction, il ne s'agit pas que de substances. Nous développons une dépendance toute particulière au smartphone. On ne le traite pas encore comme un problème de santé publique, alors que peut-être on devrait. Regardez. Nous, collectivité de Trois-Rivières, nous sommes sur le territoire et nous avons été élus pour nous mettre au service de la population.
Quand nous savons que nous avons une bonne frange de la population qui est jeune et quand nous connaissons tous les dangers, l'oisiveté, bien forcément, l'appel à projet de l'ARS nous a interpellés et par le biais du CECAS, certaines associations ont répondu à l'appel à projet qui portait donc sur la pratique sportive des jeunes et pour le développement donc de notre jeunesse tout simplement. Il était question de sensibiliser les acteurs associatifs sur la question de la dictologie et pourquoi pas par la pratique sportive. Le sport, nous le savons, est vecteur de valeurs, est vecteur d'insertion sociale, d'insertion professionnelle. Et donc, nous avons collaboré avec ces associations. Toutes les associations qui répondaient à ces critères, donc accueillir des licenciés mineurs et qui ont surtout ce sens de l'engagement à prendre part à ce projet d'addiction, se sont rapprochés du Centre communal d'action sociale de la ville de Trois-Rivières et aujourd'hui, nous signons ces conventions. Au-delà de la signature de ces conventions, c'est surtout un engagement fort pour nous permettre de continuer à accompagner nos jeunes, puisque les encadrants, les dirigeants des clubs seront sensibilisés à repérer les conduites addictives, à avoir les réponses appropriées, à avoir le positionnement pour nous permettre de parler de ces questions avec ces jeunes. L'association est très impliquée dans l'émergence de notre jeunesse à Trois-Rivières, mais pas seulement, puisque nous accueillons des jeunes de toute la Guadeloupe au sein de l'association. C'est la concrétisation du travail qui est mis en place au sein de l'association depuis maintenant presque 10 ans. Nous, on est dans un milieu sportif, donc nous pensons plus à cette addiction. On essaie le plus possible de repousser et de donner donc de bonnes bases à nos jeunes et surtout aux petites qui arrivent pour devenir des sportifs. C'est vrai qu'il y a l'alcool, c'est vrai qu'il y a le tabac, mais nous en parlons, mais un peu moins. Nous parlons aussi beaucoup de l'addiction du téléphone. Donc, lorsqu'on va en compétition, nous avons un groupe avec les parents et la première chose que nous mettons sur ce groupe, téléphone interdit. Donc, déjà, on essaie de véhiculer ce message pour éviter que les enfants, nous sommes en compétition, vous devez applaudir, vous devez soutenir vos camarades qui sont sur le praticable. Donc, il faut les regarder, il faut voir ce qu'elles font et non être dans le téléphone en train de jouer. Donc, c'est pour cette raison que nous essayons aussi de faire baisser cette addiction. Alors, au début, les addictions, c'est bon, on connaît. Les partenariats qu'on a avec l'ensemble des institutions qui nous ont été proposées par la mairie le font de façon ludique, interactive et intéressent particulièrement nos jeunes adolescents. Et on part pour l'inauguration de la salle Jean-Pierre Sainton au lycée Gerville-Réache à Basse-Terre. La direction de l'établissement a choisi d'honorer cet historien, chercheur et professeur des universités en donnant son nom à la salle de prépa littéraire. Le reste en images. On a parlé beaucoup de Jean-Pierre Sainton, l'historien. On a parlé beaucoup de Jean-Pierre Sainton, l'homme engagé politiquement, le militant nationaliste. Ce que j'ai envie de dire, c'est... On dit souvent on a perdu un grand historien. J'estime que si la Guadeloupe a perdu quelqu'un, c'est que son œuvre est ratée. Et comme j'ai l'impression que son œuvre n'est pas ratée, je dirais on a gagné quelqu'un. On n'hésite pas une seconde quant au choix que de savoir qu'on a personnalisé la salle des prépas littéraires en lui donnant comme nom celui d'un professeur des universités, d'un chercheur, d'un historien qui travaille pour la Guadeloupe, mais qui travaillait aussi pour les étudiants et qui a beaucoup œuvré au sein de ce lycée. Ça prouve que l'œuvre a touché, l'œuvre qu'il a laissée, les livres, l'enseignement, le département d'histoire à l'Université des Antilles. Tout ça, ça a touché et c'est le résultat de ça. Donc, en cas dit, son fierté, mais même dit comme la fierté, c'est petit bon l'ego, c'est aussi un contentement. De dire que là où on travaille, eh bien, quand on trace carité là. J'espère qu'un jour, dans cette salle, je saurai moi aussi, comme il a su le faire, donner tant de sens à l'enseignement
ou devrais-je plutôt dire à la transmission. Que cette salle soit pour la classe préparatoire littéraire, pour le lycée Gerville-Riache, pour la Guadeloupe tout entière, oui j'ai de l'ambition, le lieu où émergeront les intellectuels engagés de demain. L'émotion est légitime quand on sait le rayonnement de Jean-Pierre Sainton, quand on sait que dans ce rayonnement faisait partie intégrante de ce rayonnement toute sa famille, et on a vu à travers les musiciens, à travers les textes des chansons, comment c'était une affaire de famille et aussi comment il y avait un côté engagement. Alors maintenant, du point de vue des effets de cette appellation au niveau de la salle, on ne peut que s'en féliciter parce que, au même titre que quand on vient ici, on s'interroge, Gerville-Riache, on va chercher, au même titre, Jean-Pierre Sainton va pouvoir traverser le temps. Et je crois que c'était ça, sa volonté, que nos grands hommes puissent être connus par-delà leur mort. Le fait de poursuivre, je dirais, tout ce qu'il a construit, tout ce qu'il a écrit, de le faire connaître, c'est une manière de continuer à faire vivre, je dirais, ce travail de grande qualité, avec beaucoup de rigueur. Et donc, c'est important. Voilà, ça, elle est très belle. Voilà, les photos qu'il a, les sculptures en son nom, sa photo, son image, c'est très bien. Et donc, pour cette jeunesse aussi, c'est important de savoir, avec tous les écrits qu'il a laissés, de les maintenir et de les faire vivre. En que pour une phrase, à Osan Girard, mais c'est pas moi qui t'ai marqué phrase là, ça dans l'Ivaï, c'est oser penser agir en Guadeloupéen. En cas bien insister, en Guadeloupéen. Nous avons osé, mais nous sommes timides. C'est-à-dire, les fous les Guadeloupéens qui agissent en tant que Guadeloupéens. Ou quand même voir qu'il y a dans Gaoulé là, pas un qui syndicat, c'est tout qu'il y a qui là. Mais là, pour construire Guadeloupe là, tous les jours, parce qu'on ne peut pas tous les jours si en mouvement, tous les jours, par contre, on doit construire, c'est à un moment-là, ça pour nous penser en tant que Guadeloupéens. Un reportage d'Olivier Félix. Et voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Notez que le Martiniquais Hervé Pinto, qui se bat depuis plusieurs mois pour récupérer des terres volées aux Trois-Îlets, a été interpellé aujourd'hui. Les forces de l'ordre ont embarqué l'homme à la sortie d'une émission radio. Il semblerait que des plaintes aient été émises à son encontre pour des intimidations et autres délits. On rappelle tout de même effectivement que la juridiction française a tout de même donné raison à M. Pinto, qui est effectivement le propriétaire donc, de ces terrains aux Trois-Îlets, où des habitations ont été construites de manière illégale. Ça aussi, il faut le souligner. En tout cas, une bonne soirée à vous à l'écoute des programmes de Canal 10. N'oubliez pas que chez nous, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 18h30. Vendredi d'ailleurs, en fait. Non, on revient vendredi, puisque demain, c'est mi-carême. Une bonne soirée à vous. Bisous tout le monde. À venir dans la tranche info sur Canal 10, le Focus Magad. Et justement, j'ouvrais l'appli pour dire bonsoir un peu aux internautes. Je dis bonsoir à Yvonne Dacour, à Moïse Caramel. Bonsoir et bisous à Maggie Delaney. Bonsoir à Yvan Franck, à Marie-Hélène Borès, à Ghislaine Calif. Bonsoir également à Koudra Aude. Non, toi, pas toi, non. Bonsoir au général Franck Abar, bonsoir à Claudie Giraud-Girard, à Giraud Séverine Giraud. Désolé, j'ai pas ouvert assez tôt, donc je n'ai pas la liste de tout le monde. En tout cas, merci à vous tous de nous suivre. On se retrouve après la pub.